Salut à vous, alors c'est parti pour sans doute la dernière partie de la FAQ de rentrée, la FAQ des 20 000 abonnés. Donc encore une fois, merci à tous pour ce palier. C'est parti pour la suite de vos questions, puisque vous m'avez donc posé énormément de questions pour cette méga FAQ. Et bien donc c'est parti, on va prendre la suite. Alors première question, pourquoi ne pas avoir pris des bouteilles Nalgene? Alors pour moi tout ce qui est gourde Nalgene, effectivement c'est des produits de qualité, ça reste une marque et une marque américaine. Donc en général on est quand même sur quelque chose de fiable et de sérieux. Après, noter que c'est forcément l'idéal, j'avais d'autres gourdes qui faisaient très bien le travail. J'avais trouvé des gourdes de 1 litre à Grand Goulot, donc un peu des copies de Nalgene dans un magasin de sport. Je les avais payées 3 ou 4 euros l'unité, donc 10 fois moins cher que acheter des gourdes Nalgene, hein. Le but c'est juste d'avoir une gourde inox trouvée sur internet que j'ai payé une dizaine d'euros, qui faisait 1 litre Grand Goulot aussi, donc pas forcément besoin de bouteilles de marque. Là récemment je me suis quand même pris une Clean Cantine d'un peu moins d'1 litre pour des sorties de demi-journée ou pour avoir de l'eau en EDC. Là j'ai pris de la marque, mais j'ai pas particulièrement choisi entre Nalgene et ou Clean Cantine, j'ai pris Clean Cantine parce que j'ai eu une bonne occasion. Question suivante, que penser de la gomme-cogne SAPL pour la défense du domicile en cas d'intrusion? euh, Ça fait 3 ans que je fais des vidéos, plus de 3 ans. Cette question-là revient extrêmement souvent. J'ai déjà fait une vidéo dessus, une vidéo de réponse à vos commentaires que je mets là dans la fiche en haut à droite, où je réponds aussi à cette question, euh, tellement elle revient. Pour la faire courte, oubliez ça, très mauvaise idée. Des conseils de livres. Alors des conseils de livres, j'ai fait plusieurs vidéos bibliothèque où je conseillais des livres que j'ai aimés et que j'avais dans ma bibliothèque. Après c'est des vidéos qui au final n'ont pas été beaucoup vues, beaucoup regardées, mais pareil, je vous les mets là dans la fiche en haut à droite. Les vidéos bibliothèque, au moins, voilà, il y a des fictions, des guides, un petit peu de tout, un peu tout ce que j'ai pu aimer en bouquin au fil des années et que je vous conseille. Alors, salut Vig, j'ai un calibre 16 ancien à chien, un Coach Gun, aux environs de 1900, avec lequel j'ai tiré plusieurs cartouches à poudre noire et aucun souci. Cependant, vu ton expérience, quels sont les risques et accidents potentiels qui peuvent arriver avec une telle arme pour le tireur? As-tu des exemples d'accidents avec les causes que tu aurais vues ou qu'on t'aurait rapporté? Alors, personnellement, j'ai pas été témoin d'accidents et on m'a pas rapporté directement des accidents. Toutefois, les armes anciennes, qui plus est d'époque, et qui plus est à poudre noire, peuvent avoir certains risques. Le risque habituel avec la poudre noire, que ce soit dans des fusils ou dans des revolvers à poudre noire, le premier risque, je pense que c'est le risque de long feu, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de percussion, un défaut d'allumage au niveau de l'amorce, ce qui fait que, eh bien, tout simplement, la poudre ne brûle pas d'un coup, le tir ne se déclenche pas, mais il y a un risque que le tir se déclenche avec quelques secondes, quelques dizaines de secondes de retard, et que donc il y a un risque à ce moment-là que le coup, que le tir part dans une direction qui n'était pas prévue, tout simplement parce qu'on aurait désengagé l'arme de sa ligne de mire. Donc le risque principal, c'est le risque de long feu. Il faut vraiment être prudent avec ça et je refais un rappel là-dessus, hein, aussi bien pour les fusils que pour les revolvers. Si vous avez un long feu, c'est-à-dire que vous avez chargé votre arme, vous tirez, ça clique, voire ça percute, vous entendez la percussion de l'amorce et il ne se passe rien, et que pourtant l'arme est chargée, surtout gardez l'arme en ligne plusieurs minutes, euh, parce que enfin, le coup de feu risque de se déclencher, donc ne commencez pas si vous avez un défaut de percussion, à tout de suite désengager l'arme et puis commencer à regarder dans le canon, dans le barillet, pourquoi le coup n'est pas parti, c'est plutôt dangereux, le coup de feu peut partir avec un petit peu de retard. Le deuxième risque, là c'est plus spécifique donc à ta question, donc c'est-à-dire au Coach Gun, donc les anciens, les vieux fusils juxtaposés à deux canons, hein, les vieux fusils basculants. Peut y avoir un risque, pas forcément avec des cartouches à percussion centrale, bon, au-delà du risque de long feu évoqué précédemment, mais on peut avoir un risque euh, si... Alors c'est plus propre à la technologie de l'arme en elle-même, si tu as un fusil
à cartouches à broche, c'est ce qu'on utilisait avant les cartouches à percussion centrale. En gros, chaque cartouche a une petite broche qui dépasse au niveau du culot. Pour le faire simple, l'amorce est à l'intérieur du culot, et cette petite broche est comme une sorte de percuteur monté sur la cartouche. C'est-à-dire que chaque cartouche a son propre percuteur, par rapport aux armes à percussion centrale où pour faire simple, hein, le percuteur est dans le fusil et percute l'amorce qui est au cul de la cartouche. Le risque avec ces cartouches-là, étant donné que le percuteur est toujours monté sur la cartouche, c'est que s'il y a un choc sur le fusil et qu'une cartouche est chargée et que la broche dépasse, s'il y a un choc à ce niveau-là, à la place du marteau du fusil, le tir pourrait se déclencher. De la même manière, si le fusil tombe sur une broche, si elle retouche dans des cartouchières ou dans vos poches et que vous-même vous tombez sur bah, une cartouche peut tout simplement exploser, exploser dans votre poche ou bah, voilà, péter alors que c'était pas du tout prévu et que le tir n'était pas prévu. Donc faut aussi être prudent avec ça, avec si c'est un vieux fusil à cartouche à broche, voilà. Le troisième risque, eh bien, ça pourrait être, on va dire, si vous avez un fusil vraiment en très mauvais état, un fusil vraiment détérioré avec lequel il serait dangereux de tirer, ou manifestement il pourrait y avoir un défaut de fermeture ou un défaut dans les canons ou un canon déformé ou quelque chose, ça pourrait être dangereux pour vous de tirer avec. Effectivement, le fusil pourrait vous péter à la gueule. Donc dans le doute, n'hésitez pas à montrer le fusil à un expert, à un armurier qualifié qui pourra estimer le fusil, voir s'il y a des défauts, voir s'il y a un risque de tirer avec. Surtout avec des armes anciennes qui visuellement pourraient être détériorées. Voilà en gros pour tout ça. Réponse assez longue. Question suivante. Traînes-tu sur JVC vu que dans tes vidéos tu y laisses des références? Donc jvcjeuxvideo.com, salut l'élite. Une fois de temps en temps, mais je n'ai pas de compte pour tous ceux qui me demandent mon pseudo sur ce forum, je suis pas du tout inscrit dessus. Je suis juste un ghost fag occasionnel, les mecs. Question suivante. Salut Vic, a-t-il été simple de dire à Madame Vic que tu étais survivaliste? Comment l'a-t-elle pris? Merci pour tout ton travail. Alors ça a été très simple de lui dire puisqu'elle était déjà au courant et Madame Vic est elle-même survivaliste. C'est l'avantage. Donc ça ne... J'allais oublier, as-tu déjà entendu parler du Taurus ST12? As-tu un avis sur ce fusil? Oui, donc parmi assez apprécié. Après je pense que mon Taurus ça reste une bonne marque acceptable. Après je pense qu'il est assez surcoté au niveau des qualités, au niveau des finitions. Personnellement j'avais un fusil beaucoup moins cher qui est le Husqvarna AS16 et qui avait des finitions et une qualité très proche de celle du Taurus. Question suivante. Bonsoir, comptez-vous faire une intervention orale au prochain salon du survivalisme ou encore un stand? Alors pour le prochain salon, donc le salon 2020, donc la 3e édition, bien que j'ai été présent sur les deux éditions, la première et la 2e édition, je ne suis pas sûr du tout de venir à la 3e édition. Ça va s'improviser comme les années précédentes dans les mois qui précèdent. Là, à l'avance comme ça, je peux pas vous dire si je serai présent ou pas sur le salon 2020. J'ai envie de dire a priori non pour pas me mouiller. Après tout est possible, mais a priori il n'y a pas forcément de raison. Donc j'ai pas prévu d'intervention orale ni un stand. Voilà. D'ailleurs comme sur les 2 premières éditions. J'y étais en simple promeneur anonyme. Question suivante. Bonjour Vic. Petite question que j'ai déjà posée à Argos. Sur une de tes vidéos potagères, on voit un chat. Idem pour Argos, où on voit un chat et des poules. Question, en cas d'évacuation, que prévois-tu ou recommandes-tu pour les animaux domestiques et ou de basse-cour? Alors, cette question-là, elle revient aussi une fois de temps en temps, et pas seulement chez moi, effectivement, c'est nos animaux, pour moi, surtout les animaux de compagnie, font partie de la famille. Donc, comme dirait Pascal, prenez soin des vôtres, de vos proches et de vos animaux de compagnie. Ouais, donc pour moi, les animaux font partie de la famille, et ça dépend de quel type d'évacuation on parle. Hein, une évacuation niveau 1, une évacuation familiale, locale, je pense que c'est tout à fait soit à l'hôtel, soit c'est chez un proche, voilà, dans la famille.
Donc a priori, il devrait y avoir possibilité. C'est toujours galère, c'est sûr, mais d'emmener ces animaux avec soi, on va pas les abandonner. Après, la deuxième réponse possible, il faut aussi en être conscient, c'est que malheureusement, si on parle de niveau 2, si on parle d'événements un peu plus dramatiques, malheureusement il y a un risque que il faille partir très rapidement pour protéger sa vie, pour rester soi-même vivant, et peut-être que nos animaux ne seront pas disponibles tout de suite dans l'instant pour qu'on puisse les emmener, et ça risque d'être un déchirement. Il faut aussi être conscient de ça. Des catastrophes et des choses assez importantes, malheureusement il y a toujours un risque qu'on ne puisse pas récupérer nos animaux. Après, pour des chats, c'est quand même moins problématique si on a des chats bien sûr assez rustiques, mais le chat a une capacité de survie et un moindre attachement à ses maîtres qu'un chien, par exemple. Et donc le chat, même s'il se retrouve seul, isolé dans un coin, euh, le gros du temps, je pense qu'il arrivera à se débrouiller, à chasser, trouver de la nourriture. Que ce soit dans dans les poubelles ou des rongeurs, enfin, les animaux se débrouillent. Après, que prévoir ou que recommander pour les animaux domestiques ou les animaux de basse-cour? Là, pour tout ce qui est animaux d'élevage, bien sûr, si on a une ferme et qu'on a une production, par exemple si on a des poules, euh, bon aussi quelque part, c'est des animaux qui vont être prévus pour l'alimentation humaine. Faut pas se voiler la face dans le cas des poules. Si il y a une catastrophe, il y a un incendie et que malheureusement elles périssent dans la catastrophe, c'est des événements dramatiques mais qui sont déjà arrivés dans le passé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais recommander? Bah bien sûr faire le max. Question suivante. Merci pour ce que tu fais, tes vidéos sont super, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu parler de l'aspect légal de l'activité bushcraft. Je veux dire par là, comment gères-tu cela, notamment par rapport aux propriétés privées boisées? Donc là aussi, petit rappel là-dessus, bien souvent l'activité bushcraft et bivouac, bien souvent on est dans l'illégalité. Voilà, faut pas se voiler la face non plus là-dessus. Euh, on est dans l'illégalité. Bien souvent, le bivouac dans des zones, on va dire, dans des zones protégées, dans des zones montagnardes, des zones qui sont souvent ouvertes à la randonnée, tout ça, souvent le bivouac est oui toléré, donc à ce niveau-là, y a pas de souci. C'est tout à fait possible de venir bivouaquer, c'est-à-dire arriver le soir pour passer la nuit, repartir tôt le lendemain matin. Bien souvent, les feux sont interdits. Voilà, faut aussi être conscient de ça et puis assumer si on se fait gauler à faire un feu et voilà, savoir qu'on risque de payer une grosse amende. Donc chacun prend ses responsabilités, hein. C'est vous qui voyez, vous êtes responsable de vos actes, hein. Voilà. Et l'autre lieu de bivouac ou de bushcraft, c'est sur les terrains privés. Là, sur un terrain privé, une forêt qui appartient à un propriétaire, si vous avez l'accord du propriétaire d'y être, dans ce cas-là, vous êtes capable, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez construire des trucs, vous pouvez bivouaquer plusieurs jours, vous pouvez faire un feu, sauf erreur de ma part et sauf zone protégée ou période d'interdiction des feux, avec un accord du propriétaire, même parfois si vous êtes avec le propriétaire, il y a pas de problème, voilà, pour des choses un petit peu plus avancées. Donc personnellement, comment je gère tout ça? Eh bien, je suis discret et surtout je suis respectueux de l'environnement et des endroits où je vais. C'est-à-dire que j'essaye au maximum de ne pas laisser de traces, c'est-à-dire si possible de pas faire de feu, et si on fait un feu, de ensuite effacer toute trace de notre passage en rebouchant le trou, en recouvrant de feuilles, en veillant bien sûr à ce que le feu soit bien éteint. Tout ce genre de choses qui permettent de ne laisser aucune trace et qu'après notre passage, personne ne puisse se rendre compte qu'on a bivouaqué là, hein. Il n'y a aucune trace, il n'y a pas de marque au sol, d'arbres abattus, ce genre de choses. Alors, d'un point de vue survivaliste, quitter la France pour les raisons que l'on connaît, est-ce une bonne idée? Et deuxième partie de la question, et intégrer l'armée de terre française aujourd'hui,
qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, j'ai répondu sur l'armée dans la FAQ précédente, mais sur l'expatriation, c'est un sujet qu'on abordera bientôt. Je l'annonce sur la chaîne. Est-ce que quitter la France est une bonne idée? Ça, c'est un choix qui est personnel. Chacun fait selon sa vision du monde et selon demandait si changer de département, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que quitter la France c'est une bonne idée? Bah, ça dépend de où on habite, de quels sont nos problèmes, de ce qu'on a envie à long terme, ce genre de choses. Alors, question suivante. Si tu devais prendre 3 choses pour une évacuation, que prendrais-tu? Eh bien, pareil, ça dépend du type d'évacuation. Bon, on va faire le petit jeu de réflexion, seulement 3 objets, donc on s'imagine, là faut partir très rapidement, j'ai tout mon bordel à la maison, il faut que je parte et que je prenne seulement 3 objets. Pour du niveau 1, je pense que je prendrais le portable, c'est un classique, de l'argent et de l'eau, voilà, je pense. Avec ces 3 choses-là, pour du niveau 1, on va être capable de partir très rapidement de chez nous, et comme le niveau 1 ne concerne que nous, notre famille, notre quartier, ou enfin c'est vraiment localisé, eh bien la société continue à fonctionner derrière dans le du niveau 1. Donc déjà avec ces 3 objets-là, le portable, de l'argent et de l'eau, eh bien je vais pouvoir prendre un transport, je vais pouvoir communiquer, aller chez un proche qui pourrait me recueillir. Déjà avec ces 3 items-là, on peut déjà s'en sortir sans souci, sans trop se prendre la tête pour du niveau 1. Typiquement, je sais pas, vous habitez en appartement et il y a l'incendie, il y a un incendie dans l'immeuble. Avec ces trois objets-là, déjà vous allez vous en sortir. Après, c'est sûr, peut-être qu'il faudrait, peut-être que vous allez avoir des choses qui vous sont propres, pardon, des objets importants, des objets sentimentaux. Souvent, on conseille aussi, bien sûr, d'emporter tout ce qui est papier important, que ce soit un dossier papier ou un disque dur externe ou une clé USB ou voilà, pour garder tous ces documents administratifs. Après on en revient au basique, hein, dans l'idéal, un petit sac d'évacuation niveau 1, voilà, avec tous les papiers importants. Je vous avais fait une vieille vidéo d'ailleurs, l'une des plus vieilles vidéos de la chaîne sur un petit sac d'évacuation comme ça niveau 1, avec juste ce qu'il faut pour partir rapidement de chez soi, et puis aller chez un proche et voilà, se poser quelques jours le temps de retomber sur ses pattes. Ça c'est du niveau 1. Après, 3 choses pour une évacuation niveau 2. Donc là, gros chaos à l'échelle nationale ou mondiale qui arrive sans prévenir. Donc la chose quand même assez improbable. Faut pas se mentir, non, faut pas se mentir aussi. Gros chaos, 3 objets. Tout dépend de la stratégie qu'on adopterait. C'est assez compliqué. Si j'avais à prendre 3 objets, pareil, je prendrais sans doute quand même un petit peu de cash, parce que peut-être que notre monnaie est quand même utilisable, surtout avec une monnaie internationale comme l'euro. S'il y a seulement la France qui est touchée, bah, l'euro existe quand même dans les autres pays, à moins d'un effondrement de la monnaie. Mais quand même, ouais, de l'argent, un moyen de défense, parce que on ne sait jamais. Donc là, à vous de voir ce que vous prenez. Un moyen de défense. Peut-être un truc pour tenir, ouais, dans les premières heures, selon les... Mais là, ça va être très compliqué. Enfin, pour un gros effondrement, seulement 3 objets. Quelle va être la stratégie du coup? Passer une frontière, changer de continent, peut-être, aller dans un coin reclus dans le pays, voilà. Donc dans tous les cas, il y a besoin d'une certaine mobilité. Assez compliqué, tout dépend du scénario, je peux pas donner une réponse comme ça. Mais dans tous les cas, la base, que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2, ce serait une tenue vestimentaire adaptée à la situation, au climat, parce que peut-être qu'on va rester plusieurs heures, voire plusieurs jours dehors, et donc il faut une tenue quand même suffisamment chaude et protectrice et résistante, selon le climat. Allez, dernière question. Mon avis sur l'avenir de la France, de l'Europe, plus généralement sur le monde occidental, ses peuples et leurs systèmes qui penchent vers l'effondrement. Je ne sais pas si je suis très clair ou si c'est un sujet peut-être un peu trop politique. Sinon, juste comment tu vois les choses pour le futur. Bonne soirée, bonne journée. Alors effectivement, question très vaste, ça mériterait une vidéo entière et peut-être que j'en ferai une sur ce sujet.
mais en gros mon avis sur l'avenir de la France et de l'Europe, ça c'est un avis qui va être personnel et chacun va avoir le sien. Le mien, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Normalement, rien qu'en disant c'est intitulé Avenir de la France, avenir de l'Europe, vous allez avoir individuellement des idées et des images qui vous viennent en tête. L'accentuation des problématiques actuelles, ouais, de l'économie, du pouvoir d'achat, comme au niveau de la sécurité, ou voilà, en gros du délabrement de la société, des pouvoirs publics de plus en plus faillibles, etc. Donc un lent déclin. Un lent déclin de la France et de l'Europe, voire au niveau de l'Europe et au niveau du monde, possiblement, oui, tout ce qui se rapproche un petit peu de la collapsologie, même si on n'y est pas encore, ça nous pend au nez. Donc tout ce qui est effondrement de notre société de la même façon en un lent déclin, sur des critères écologiques, bien sûr, économiques, voilà, tout ce qui est fin des ressources, fin de nos systèmes de support, et mutation vers une nouvelle forme de société, avec des crashs plus ou moins forts à différents endroits. Et pour faire simple, des choses vraiment réjouissantes, mais qui malheureusement nous pendent au nez, et il faut en être conscient aujourd'hui, surtout chez les jeunes générations, parce qu'on risque de connaître ça de notre vivant. Et bien sur cette note joyeuse, je tiens encore une fois à tous vous remercier pour toutes vos questions, pour ces 3 grosses FAQ, cette grosse FAQ découpée en 3 parties, et je vous remercie encore une fois tous pour ce cap des 20 000 abonnés auxquels je m'attendais pas en commençant à faire mes vidéos seul dans ma chambre il y a 3 ans, 3 ans et demi. Donc encore une fois, merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous et préparez-vous.